Avec toute l'équipe d'Europe et Nature, on s'est dit qu'on allait commencer à enregistrer des podcasts pour pouvoir vous parler plus personnellement de notre aventure, de qui nous sommes et de ce qu'on vit au quotidien. Pour le premier podcast, on a choisi de parler avec Christine pour aborder plusieurs sujets autour du thème de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du début de l'aventure Europe et Nature avec Christine et surtout comment on crée une entreprise en couple quand on est à deux, comment on organise sa nouvelle vie autour de ça. J'aimerais commencer l'interview en te demandant comment ça s'est passé au début, est-ce que tu t'attendais à une telle aventure, comment ton mari t'a annoncé qu'il voulait créer une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui des débuts avant même la création de votre entreprise? Alors, c'est assez simple, c'est quelque chose qui ne vient pas, entre le soir et le matin. C'est sûr qu'il y a une maturation avant. Quand Jean-Philippe a été licencié, en 2009, la certitude, de retrouver du boulot était quand même, imminente. Mais quand on a vu que ça décollait pas et qu'il y avait même pas d'entretien, qu'il y avait pas grand-chose de rien quoi, en fait. On a Jean-Philippe a commencé à se poser des questions, mais moi j'étais en dehors de tout ça au départ. Et par contre, lui, de son côté, il disait: je travaille sur des projets, voilà, je m'occupe, je cherche». Moi, je n'ai pas senti venir immédiatement cette proposition, mais je sentais qu'il y avait quelque chose en cours. Et effectivement, un jour, je me souviens plus du moment précis, il m'a dit: «Est-ce que tu crois que ce serait le moment de créer une boîte, Est-ce que est-ce que tu serais partant si je» voilà, c'est ça. Il m'a dit: «Est-ce que tu serais partant si je créais une entreprise maintenant?» Et on est toujours un peu sidérés dans ces cas-là. On se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Un tremblement de terre, un truc comme ça. Tu as envie d'avoir des réponses quand même tout de suite à tes questions et tu te dis, quoi comme boîte? Pour faire quoi? Où? Quand? Quoi? Comment? Combien? Parce qu'il y a quand même ça. On avait encore 2 enfants à charge à ce moment-là et du coup, il m'a dit: «Ben, dans le développement durable, une entreprise qui concerne, ce que je sais faire en fait, une entreprise qui vend du meuble et de la décoration, mais je vois ça quand même sur internet», enfin voilà, il avait des projets, c'était pas encore très clair, mais voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est fait et Et bien sûr et qu'est-ce que j'ai répondu? Tu me demandes aussi ce que j'ai bah répondu? oui, je te poserai d'autres questions après, mais vas-y Une d'abord. fois qu'il m'a dit ce qu'il pensait faire, il avait donc 45 ans et je lui ai dit: «Si c'est pas maintenant que tu le fais, tu le feras jamais». Bah, c'est exactement sur ça que j'allais rebondir. Il y a aussi un truc dont on avait parlé avant, qui était aussi quelles sont les possibilités d'emploi qu'il y a pour quelqu'un qui a 45 ans ou je sais pas, je sais plus à Oui, quel âge il il avait avait à 45 l'époque. ans. Oui, oui. Quelles sont les possibilités d'emploi qu'il y a pour quelqu'un qui a 45 ans et quelles sont ces perspectives d'emploi-là? Combien de temps tu vas être embauché et cetera? Donc il y avait aussi ce choix-là à faire. Dans ce qu'on pressentait, c'est il aurait fini par retrouver du travail, c'est à peu près certain. Il avait quand même un bon bagage, pour être réembauché, mais qui serait aussi dans la première charrette du licenciement vu son âge. Et ça, c'est pas cool. 45 ans, on est réembauché. 50, on est déjà trop vieux pour être, «gardé» entre guillemets. On coûte trop cher ou je ne sais pas, peu importe. Donc on s'est dit: «Oui, il peut retrouver du travail tout assez rapidement», même si c'était pas au bout de 3 à 4 mois, hein. C'était un risque de qu'on allait courir tous les 2, qu'il soit Mmh. relicencié. Parce qu'à l'époque, en plus, on était en 2009, 2009, ouais. donc du coup, on était quand même en plein Juste dans la après la crise, crise. quoi. Alors et on la sentait vraiment bien. Beaucoup Ouais. de fraîcheur de partout, hein. Mmh. Et par contre, beaucoup de ses collègues ont dit, de ses anciens collègues ont dit quand même: «Tu es complètement fou, tu as 45 ans, tu es jeune, tu vas retrouver», ce qui est vrai. Et l'avenir nous a quand même donné un peu raison, du moins jusqu'à aujourd'hui, puisque on va dire ceux qui étaient le plus proches de nous, eh bien, ils ont retrouvé du travail effectivement. Ils ont trouvé, mais ils ont aussi été relicenciés entre-temps. Mmh. Donc nos prévisions n'étaient pas si fausses que ça. Mais c'est sûr que c'est un gros, gros challenge parce que dans la seconde où tu dis oui pour, créer une entreprise, il y a le côté hyper, tu es hyper excité et puis en même temps, il y a un flip qui arrive comme un gros coup de vent. Bah, justement. Donc du coup, j'allais dire,
comment on fait? Donc, ton mari te dit, «Je vais créer une boîte», OK, d'accord. Et donc, comment en tant que, femme d'entrepreneur, comment on fait pour, déjà réorganiser la vie familiale autour d'un mari qui du coup se retrouve à la maison? Comment on fait pour réorganiser juste une espèce de Non, 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 mesdames, ne sécurité gardez pas. financière, Non, 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 mesdames, ne gardez pas vos maris à la maison, c'est pas la peine. Ça va vous faire flipper à mort. C'est pas la peine. Il sera dans vos pattes toute la journée. Envoyez-le dans un coworking space ou des trucs comme ça va très bien. bon, il y a ça, mais il y a aussi, voilà, comment on essaye d'organiser une sécurité financière pour, On des n'organise rien du tout. enfants, Rien. qu'est-ce qu'on fait en gros quand ça y est, c'est bon? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, on n'organise rien du tout parce qu'on ne sait pas encore ce qui vous attend. Donc on se lance dans un projet à bras-le-corps, on est tout feu, tout flamme. On avance tous les jours, on dit ça, il faut faire ça, ok, on fait ça, on avance. Ça se construit en fait au jour le jour. Les angoisses ne viennent Mmh. pas dès le premier jour, ça Sachant que vous c'est l'avez quand même certain. construit ensemble, c'était pas Oui, lui tout seul, il y avait quand même il y a eu un la, projet qui était porté, à 2. la direction était donnée par Jean-Philippe dès le départ. Moi, je l'ai suivi sur tous ses projets, mais la construction au quotidien s'est faite avec moi. Et On ne peut donc pas être leader tous les deux, non, bien sûr, c'est pas possible. ouais. Mais donc, tu as quand même fait partie de ce projet dès le Oui, départ, au oui, quotidien et parce cetera. que j'étais partie prenante, j'ai dit oui tout de suite parce que le projet me semblait être complètement viable. Tu as le sentiment de réaliser quelque chose. Tu n'es pas juste en train Mmh. d'assurer ta sécurité financière, mais ce projet-là de développer des meubles dans le respect de l'écologie, dans un Mmh. projet vraiment du 21e siècle, oui, J'allais dire justement, c'était pas c'est quand futile, même intéressant parce que pour le coup, le consommateur type à la base, ça aurait pu être toi, au complètement. final. Je l'étais déjà en partie. Voilà. Oui, Tu as toujours eu cette conscience écolo-là. oui, Les premiers produits, on aurait pu dire qu'ils ont été créés pour toi, d'une certaine oui, manière. complètement, oui. Tu as toujours eu cette conscience écolo-là? Alors elle s'est construite, elle aussi. À 20 ans, tu réfléchis pas comme à 40 ou à 50, hein. Il y a toujours eu cette conscience-là parce que je suis issue d'une famille où il y avait peu d'argent et le peu d'argent a fait que tout est précieux, absolument tout. Le moindre bout de chiffon est un bout qu'on peut réutiliser et dont on va faire quelque chose. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. On ne jette rien. Donc on était déjà, 0 déchet avant l'heure, du côté de ma famille, par nécessité, par bon sens aussi, j'ai envie de dire. Et après, je suis restée dans cette optique-là parce que voilà, je pense que je n'avais c'est pas dans ma nature d'être quelqu'un qui va acheter pour dépenser. Oh, ça m'est certainement arrivé, hein. Mais oui, je suis pas dans cette fibre-là. Bah, Donc, beaucoup d'ailleurs, c'était plus. ma prochaine question. Jean-Philippe avait quand même une certaine, position au sein d'une entreprise qui lui donnait accès à un certain mode de vie. Comment on dit adieu à un certain mode de vie, une fois qu'on s'est déjà installé dans un certain confort? Comment on revient à quelque chose de plus simple? Si tu es pas obligé de vendre l'appartement que tu as ou la maison que tu as, tu perds pas ton niveau de vie, hein. Tu as une maison, tu as une maison. Il faut juste trouver l'argent pour pouvoir payer, les fins de mois, les trucs. Tu démarres pas une boîte en ayant 0, nous, on a toujours mis de l'argent de côté parce que quand tu es un petit peu prévoyant, tu te dis: «Un jour, on aura besoin de nos économies». Donc on a vécu normalement, on n'a pas survécu quand Jean-Philippe a commencé à bien gagner sa vie. Il a dit: «On met de l'argent de côté, il faut être prudent, on ne sait jamais ce qui peut arriver». Donc on n'est pas des têtes brûlées quand même, hein. Donc un petit peu d'argent de départ. Quand il est parti, il a eu quand même quelques mois d'argent, de salaire en plus, faut le dire. Je ne sais pas si on peut le dire à l'antenne, mais oui. Et quand tu reçois il faut savoir qu'en Suisse, en plus, quand tu es au chômage et que le premier jour, donc tu as un salaire plafonné au niveau du chômage, tu ne reçois pas un pourcentage de ce que tu as gagné avant, tu es censé pouvoir vivre correctement avec ce que tu reçois, point. On ne Mmh. se pose pas trop de questions. Il n'y a pas d'aide pour les sociétés et le premier jour où tu déposes l'argent, pardon, les statuts de la société, c'est fini, il n'y a plus de chômage. Tu es entrepreneur, mais tu n'es plus chômeur, donc tu n'as pas d'aide, tu as 0,0 aide et tu as 0 chômage.
tu as juste un petit coup de pouce moral qui te dit, si jamais dans un an, tu n'as pas réussi à monter ta boîte, bah, tu peux revenir au chômage. Et je crois qu'il y a Mm. peut-être 1 an ou 2 ans où tu peux créer ton entreprise. Si ça ne marche pas, tu peux revenir au chômage après. Voilà. C'est la D'accord. seule chose qu'on t'offre en tous les cas en Suisse. Je vais te poser une question du coup. Au début, du coup, j'imagine que l'espoir que ça marche, l'espèce de folie entrepreneuriale qui anime normalement la création d'une entreprise, déjà, ça a duré combien de temps? Et puis, quand est-ce que, petit à petit, vous avez senti bah voilà, que ça fait un certain temps et qu'il y a des difficultés qui commencent à arriver, qu'on n'avait pas forcément prévues, qu'on n'avait pas vu arriver, et comment on gère avec ça? Alors oui, ça, je pense que c'est excellent de poser ça. Parce que au début, en fait, tu es comme quand tu es amoureux, tu vois absolument pas les mauvais côtés, tu vois que les bons, tu as une énergie du feu de Dieu, enfin, tu es partant sur tout, rien n'est négatif. Les premiers mois sont extrêmement joyeux parce que tout est possible. C'est même pas au bout de 3 4 mois que viennent les difficultés parce que tu as quand même mis un peu d'argent de côté, tu sais quelles sont tes bases, jusqu'où tu peux aller financièrement sans te mettre en danger, etc. Tu commences bien sûr à faire très attention. Ce qui est la partie la plus difficile pendant ces mois-là, c'est que tout le monde tes amis te mettent le doute dans la tête. En disant: «Mais tu crois que tu vas pouvoir vendre des matelas sur internet? Et comment tu vas faire?» En fait, ils te posent les questions qui tuent, et tu finis peut-être à certains moments par perdre confiance en toi. Mais si tu écoutes pas les copains et les bons conseils, ça peut quand même être, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut savoir que ça existe, hein, mais il faut pas trop se laisser perturber par ça. Je pense que c'est plutôt, au début, en plus, ton premier cercle d'amis, ils sont tous là pour te soutenir malgré tout, hein, après toutes leurs questions qui t'ont fait flipper. Ils sont là pour te soutenir et puis ils t'achètent tous, un petit truc, un petit objet, donc ça, c'est très, très encourageant et tu te dis: «Ouais, ça marche, ça marche». En fait, tu as fait un chiffre d'affaires de merde, mais ça marche et puis en plus, tu as baissé les prix parce que c'est les copains. Mais c'est vraiment ça, c'était quand même très encourageant. Deuxième période qui, on va dire peut-être au bout d'1 an, là, tu commences à t'essouffler. Il se trouve qu'en plus, on a eu des problèmes de parents à ce moment-là, de parents malades. Ça vient rajouter sur la difficulté, sur la fatigue, sur les coûts que ça génère d'aller voir des parents qui n'habitent pas à côté. Là, tu commences à ramer sérieusement parce que tu te dis: «Ouh là là». Mais tu es pas encore, vraiment désespéré parce que ça va encore, c'est bien, tu as encore des réserves et tout. Mais tu vois tous les jours quand même tes réserves qui diminuent et j'ai envie de dire, dans notre cas en tous les cas, c'est vers la deuxième année. Là, tu te réveilles en pleine nuit et tu fais un cauchemar réveillé et tu te dis: «C'est la fin du monde, comment on va faire pour manger après-demain, quoi?» Parce que demain ça va, mais après-demain, il y a plus un rond dans les caisses, il y a aucune aide, il faut pas le faire sentir à tes enfants en plus et ça c'est très, 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 très angoissant. Mais si tu as un bon projet, c'est une mauvaise passe qui arrive chez les uns, ça dépend ce que tu montes comme entreprise, hein, qui arrive chez les uns ou les autres à des moments différents dans l'expérience. Dans notre cas, c'était ben, tout d'un coup, pendant 4 jours, tu n'as pas une seule commande, et quand tu en reçois une, elle est de 20 francs, voilà, 15 €. Et là, tu te dis, waouh, on a fait les chiffres d'affaires de la semaine. Là, tu te dis, j'ai vraiment, est-ce qu'on a bien fait? Là, il y a un moment de doute quand même qui est très, très dur. Mais bon, on va dire qu'on l'a traversé, cette période un peu difficile. Il faut juste pas être dedans. Mais après t'en rigoles bien. Ouais. Après, t'en rigoles bien. Parce que quand il y a des jours un petit peu moins sympas, c'est vrai que tu te dis, tu te souviens quand on a eu une commande tous les 4 jours? Oui, on s'en souvient et on se dit, bon, aujourd'hui, tout va bien, quoi. Et comment on passe d'un couple qui se voit le soir et qui passe 20 ans, de sa vie à se voir le soir, ou les Ou week-ends même, et oui, cetera, ou même, ouais. pas se voir quand il y a beaucoup trop de travail et Oui, mais, cetera. Jean-Philippe était beaucoup parti parce qu'il était quand même, pendant 6 ans, il était à 60% en déplacement, hein.
Donc ça, moi, je craignais un peu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut surtout pas que les maris restent à la maison dès le premier jour, parce que tu as plus de vie. Là, tout d'un coup, tu comprends pas ce qui t'arrive. Jean-Philippe a accepté le deal. Il a trouvé un coworking en centre-ville et il a eu du mal. Il s'est senti, lui, par contre, il m'a dit qu'il s'est senti un peu éjecté à l'époque. Alors que pour moi, je pense que un, un- comment dire, un chef d'entreprise, non, il n'était pas chef d'entreprise, enfin responsable de tout un service qui partait, qui dirigeait quand même jusqu'à, je sais pas moi, 100 personnes, je sais pas combien exactement il dirigeait. Il partait tous les matins de chez lui, restait chez lui. Il n'est pas en pantoufles, mais ça donnait un sentiment de je sors plus, quoi. Il y a Mm. quelque chose qui collait pas. Donc c'est vrai que je l'ai un peu poussé dehors, mais j'avais aussi une expérience d'une amie qui me disait j'ai plus de vie, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans mes pattes et c'est très désagréable. Donc c'est pas seulement égoïste en disant euh, j'ai plus de vie chez moi Mm. ou je me sens mal à l'aise parce qu'il est tout le temps là, mais c'est aussi pour lui parce que ça veut dire qu'il faut qu'il s'habille correctement tous les matins et qu'il parte comme s'il partait au boulot, Mm. peu importe ce qu'il fait dehors. Ouais. Alors bien sûr, les horaires étaient Mm. très souples, mais je pense que c'est extrêmement difficile quand on est licencié comme ça du jour au lendemain, de se dire à quoi on sert, où on va. C'est terrifiant, quoi. Mm. Il en a parlé longtemps après, peut-être 2, 3 ans après le Ouais. licenciement, pas au début. Il disait tout va. Ouais, parce qu'au début, t'es dans une espèce de... De T'es dynamique, tu motivé te à laisses pas fond, quoi. couler. Oui, oui, tu te laisses pas couler, t'as pas intérêt de toute façon. Mais rien n'est grave dans ces cas-là. Et j'avais une grande confiance en lui aussi que ça, que ça irait pour lui. Mm. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, les angoisses, quand elles vous prennent tous les deux, là, c'est pas terrible, hein. Mm. Pas au même moment. Et alors, avant de rebondir sur ça, tout à l'heure, ma question, je voulais dire comment on passe du coup de se voir une certaine partie de la journée quand Oui, c'est du familial et comment on transforme ça et on travaille le ensemble. chaos, c'est le Comment on chaos. organise des réunions avec son mari, comment on commence à travailler tous les deux pour le même projet, C'est chaud ça, hein. euh, en couple. Chez nous, en tous les cas. Chez nous, c'était chaud parce que Jean-Philippe a toujours travaillé dans des grandes entreprises où tout est extrêmement cadré. Et moi, j'ai toujours travaillé dans des petites entreprises où rien n'est cadré. Donc, on va dire, c'est l'iceberg qui rencontre le volcan, quoi. C'est explosif. Ça, c'était difficile à mettre en place. Ça l'est encore un petit peu. Après, on s'habitue au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'au début, c'était une incompréhension. On en parlait tout le temps, on a essayé de se faire des réunions par Skype, en couple, ça fait complètement ridicule, surfait. Enfin, c'est vraiment. On a essayé, on a pris des points, point 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait bizarre en couple. Voilà, pour moi, c'était pas du tout naturel. Mais on a fini par se trouver à un juste milieu. Il a lâché du lest et moi, je suis allée. Il est redescendu vers moi et moi, je suis montée vers lui, on va dire. Et donc moi je me demandais, en tant que parent aussi, comment on assure la transition avec ses enfants, comment on explique à ses enfants que leurs parents prennent des risques dans une certaine mesure, mais qui se lancent dans un nouveau projet qui n'est pas sûr d'aboutir. C'est quand même pas. Ça dépend ce qu'on vit dans la famille. Si on partage beaucoup ou si on partage pas. Je crois que nous, on partageait quand même beaucoup. Et j'ai aucun souvenir. Il faut préciser que du coup, toi et Jean-Philippe, vous avez 2 enfants. 2 enfants, une fille qui était donc à la terminale première, non première peut-être, et Mathieu qui était en troisième, quelque chose comme ça. Ouais, 14 et 16 ans, quelque chose comme ça, hein. Donc, comme on parlait beaucoup, c'était bah oui, bah rien va changer parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à une situation de licenciement avec effet immédiat, hein. Jean-Philippe était responsable quand même d'une centrale d'achat, donc euh, il est parti du jour au lendemain. Il est parti au boulot le lundi matin à 10 h, il m'a appelé, il a dit je suis sans travail. Donc ça tombe pas non plus complètement dans le néant parce que il se posait déjà des questions, il sentait un peu le vent venir. Il disait mes collègues me parlent pas trop dans les couloirs,
Donc je pense que ça risque, hein. Mais voilà, c'était une supposition. À partir du moment où le couperet est tombé, il est tombé, là la réalité vous frappe quand même. Mais après, ça dépend comment on a envie de rebondir. Jean-Philippe a une théorie qui dit que le danger est une opportunité et il l'a appliquée à la lettre. Il a dit, ben, on va faire autre chose, c'est super parce qu'on va faire autre chose. Quoi, on n'en savait rien, mais bon, ben, on réfléchissait en fait à haute voix avec des enfants qui étaient en âge de plus ou moins comprendre, ou même déjà de bien comprendre. Donc, eux, ils étaient peut-être dans d'autres problèmes, un peu les crises des ados, des pré-ados, et puis on a essayé de pas trop leur partager. De toute façon, je crois qu'on n'avait pas trop d'angoisse au départ. Il y avait, on n'était pas dans le besoin immédiat. On avait fait attention à nos sous avant et on était confiants. Donc les enfants, c'est sûr, on a commencé à restreindre immédiatement le surplus. En fait, j'ai envie de dire, le plus simple, c'est ce que vous vivez vous-même, vous le transmettez à vos enfants. Vous êtes angoissé, vous le transmettez à vos enfants. Si vous ne l'êtes pas, ben, vos enfants, ils prendront votre aventure comme vous la prenez. Oui, mais tout à C'est l'heure, tu as dit, il y a des fois, au bout de 2 ans, on se réveille la nuit, on a des angoisses, on n'a pas eu de commande depuis 4 jours, et cetera, et il faut pas le transmettre à ses enfants. Donc dans ces moments-là, comment on fait? euh, il faut même pas se la transmettre entre nous. Si on a notre angoisse en couple en même temps, il vaut mieux pas qu'on en parle. Donc on traverse, c'est 24 heures, hein, c'est pas, voilà, si tout d'un coup tu as fait un gros gros cauchemar que d'autres connaissent aussi, hein, faut pas rêver. C'est une angoisse qui est violente. Je crois même qu'elle est tellement violente qu'on ne peut pas en parler. Donc, et il vaut mieux pas en parler le jour en question. Mais il faut se dire, demain sera un meilleur jour et demain je vais rebondir. Plus tu parles de ton angoisse, plus tu en as. C'est vrai que ça demande une grande confiance déjà en soi. Il ne faut pas tout attendre des autres, il faut d'abord se mettre en route soi-même et se dire qu'est-ce que je fais moi pour me sortir de là. Parce que c'est pas vraiment les autres qui vont, ils pourront te donner un coup de main, mais voilà, il faut beaucoup compter sur soi dans ces cas-là. Et puis il faut surtout se dire c'est pas la fin du monde, il y a des gens qui sont plus malheureux que toi. Et si tu te mets en route, si tu es habité par la colère ou des choses comme ça, le patron, il te doit tout et tout, tu peux pas avancer, tu es bloqué dans un truc qui te fait pas avancer, quoi. C'est pas possible. Donc, nous, on a pris cette optique, effectivement, en disant c'est le moment de changer de vie, quitte à devoir vendre nos meubles, nos trucs, ben, on ira habiter dans un appartement beaucoup plus petit. Qu'est-ce que ça peut bien faire? On Et n'est du pas coup, malade. 7 ans plus tard, Eh c'est oui, quoi le bilan? Parce que là, on a beaucoup parlé de la création, des oui, premières oui. difficultés, et 7 ans plus tard, une fois qu'il y a beaucoup de choses qui roulent, une fois que les enfants ont pris leur envol, qu'ils ont vu que ça marche, quel est le bilan de tout ça et quelles sont les perspectives, enfin, les nouveaux challenges aussi Alors des challenges, il y en a tous les jours. 7 ans plus tard, on est un peu fatigué quand même parce qu'on n'a pas eu beaucoup de vacances au bout de 7 ans. Mais à refaire, oui, tout de suite, immédiatement, avec les mêmes difficultés, bah oui, que veux-tu, ça, on grandit, ce qui ne nous tue pas nous fait grandir, hein. Oui, on recommencerait dans les mêmes conditions. Je crois que est-ce qu'on aurait beaucoup de choses à changer? J'en sais rien. On garderait peut-être plus espoir à des moments où on est plus découragé. On se dirait, il faut avoir confiance encore plus. Mais sinon, non, je crois que 7 ans plus tard, la partie elle est jamais gagnée de toute façon, mais on a toujours la même foi qu'on a depuis le premier jour, peut-être même encore plus. Peut-être même encore plus. On est convaincu de ce qu'on fait, qu'on a pris la bonne décision. Après, c'est dans le détail où on se dit on aurait dû faire ça plutôt que ça, mais c'est des détails, c'est pas les grandes lignes, hein. J'ai envie de dire que quand on démarre une entreprise, on est écrasé par la charge de travail. C'est ce que j'entends souvent dire, des gens qui disent oui, mais quand tu es ton propre patron, il faut que tu bosses tout le temps, tu n'as plus jamais de vacances. C'est pas grave.
En fait, on est tout le temps en vacances, tout le temps en week-end et tout le temps au travail. La notion de travail n'est plus du tout la même parce qu'on est motivé par une passion, on est motivé par quelque chose qui est de- d'un tout autre ordre. On ne peut pas comparer un travail d'entrepreneur et un travail de salarié. Il n'a pas le même poids. Ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou à son compte, ou peu importe comment on l'appellera, on peut s'organiser quand même de telle façon à avoir certains temps libres qui nous arrangent, nous, alors qu'on travaillera certains week-ends, qu'on travaillera, mais on peut se libérer pendant la journée. On a un horaire du temps qui est flexible et si on a un peu plus de travail, on travaille plus parce que le lendemain, on sait qu'on veut être libre pour telle et telle chose. Il y a vraiment une... Ce n'est pas comparable avec une vie de salarié. Ça, pour moi, c'est important de le préciser. Et j'ai envie de dire que ceux qui ont peur de se dire on va trop travailler, on n'aura plus nos 5 semaines de congé, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le penser. Il faut se dire que c'est beaucoup plus épanouissant quand on est motivé, quand on se lève le matin pour sa passion, son, ce qui te met en route. Ça, c'est pas lourd. C'est pas lourd du tout. Eh ben, on va conclure comme ça. Ouais.